Salut Yohan, comment ça va? Salut Tim, ça va? Ça va, super, trop content de pouvoir faire enfin cet épisode avec toi. Alors, comme je te le disais juste avant en off, moi ça fait depuis, je crois, la toute créa de Snowball que je suis de presque, tu fais comme beaucoup de gens, j'étais vraiment pas seul. Je suis même client, j'ai continué à te suivre et je trouve super intéressant ce que tu as fait toi d'un point de vue justement produit. Donc content de pouvoir t'inviter et te faire parler de ça aujourd'hui. Très content d'être ici en tout cas. Tu peux nous parler un petit peu de où t'en es peut-être, alors ce que c'est évidemment, même si je l'ai dit un petit peu en intro, ce que c'est que Snowball, à quoi ça ressemble et vers où tu veux l'emmener. Ouais, alors à la base, Snowball c'était un média, on va dire, centré autour d'une newsletter que j'écrivais moi, donc solo pendant 3 ans, on va dire. Et petit à petit, cette newsletter s'est transformée en un média un peu plus complet avec des nouvelles newsletters, donc sur des verticales particulières. Donc on va dire qu'aujourd'hui c'est une partie média, et là on est en train de construire une partie qu'on pourrait appeler coaching. Donc là l'idée c'était éduquer le marché, ensuite les gens ils ont peut-être besoin d'aller un peu plus loin, donc il faut les coacher, il faut les accompagner. Et demain ça va être certainement, ils sont éduqués, ils sont coachés sur les sujets des finances personnelles, de l'argent, comment on peut les aider à investir directement avec des outils, voire même avec des produits financiers. Donc aujourd'hui, on en est média et coaching, et on verra le reste plus tard. Ok, on va le faire simple. Tu disais 3 ans, donc ça veut dire que pendant 3 ans, tu étais seul Ouais. à écrire. C'était quoi? C'était une newsletter par mois? Alors au tout début, c'était 2 newsletters par mois. Ensuite, j'ai augmenté le rythme quand j'ai commencé à monétiser. Là, je suis passé à 1 par semaine et 2 par mois gratuites. Et ensuite, une quotidienne. Donc, j'ai augmenté au fur et à mesure. Là, donc, moi, j'écris encore 4 newsletters par mois gratuites, 4 newsletters par mois payantes, le format premium, et les quotidiennes qui sont 5 jours par semaine. Donc, j'écris encore tout ça, malgré tout. Et après, tu as des nouveaux créateurs qui sont arrivés, qui ont des fréquences différentes. Ouais. Tu as une sacrée cadence dès le début parce que, pour en faire aussi newsletter, alors je parlerai pas de moi dans cet épisode, c'est pas le sujet, mais ça prend un temps de malade de se documenter, de lire des trucs. En plus, toi, tu es quand même sur un truc qui est très d'actu. Donc, je me rappelle, dans les rubriques, tu parlais de vraiment ce qui se passait dans le quotidien des gens, juste au-delà, tu vois, de faire de la théorie, de la finance perso et tout. Ouais. Donc, tu devais poncer ça, ou tu ponces d'ailleurs toujours en permanence ce qui se passe. Ma première question, tu vois, c'est comment est-ce que tu t'es dit à un moment, je vais monétiser très tôt, je vais pas attendre? Est-ce que tu avais une pression particulière? Est-ce que tu avais un truc à te prouver? Est-ce que tu avais, d'un point de vue produit, une logique de te dire, si je price pas ce truc tôt, en fait, je vais être aspiré dans la spirale infernale des produits freemium, enfin des produits complètement gratuits. Comment tu as vu le truc? Alors, je pense que c'était assez simple quand j'ai lancé. J'étais encore employé chez Comet, donc c'était pile avant le Covid. J'étais encore CMO, donc directeur marketing de Comet. Et c'était un side project. Et quand je l'ai lancé, en fait, j'ai rapidement eu des retours quali, donc des retours de mail. Les gens me disaient « Ah, c'est trop cool, j'ai enfin compris ça », ou alors j'avais jamais vu ça ailleurs, etc. Donc en gros, c'est ce côté, j'apporte de la valeur, et je me suis dit « Ah ok, cool, il y a un truc à faire, comment je peux essayer d'en apporter encore plus ?» Et c'est là où je me suis dit, en fait, si j'apporte plus de valeur, je vais passer encore plus de temps dessus, donc essayons de monétiser. C'était un peu ça le déclic, c'est arrivé très vite, je l'ai lancé en mars, première 2020. édition, mars 2020. Et en fin avril, je commençais à monétiser. Je n'ai plus la date exacte, mais un mois et demi après, quoi. Donc ouais, ça s'est fait très simple, très simplement. Et il y a eu en effet un raisonnement derrière. Ça peut devenir plus qu'un side project. Pareil, c'est arrivé très vite, ça aussi. Donc je me suis dit, autant commencer maintenant à monétiser. Pas besoin d'attendre trop longtemps. Ouais. Ok. Tu avais fait à l'époque, si je me souviens bien, c'est il y a 4 ans, donc si je me gourre, tu me dis. Tu avais quand même, tu vois, là on en parle comme si c'était une série d'événements rapides qui se sont faits de manière très intuitive. Je me souviens quand même que tu avais fait un gros survey, un gros sondage, si ma mémoire est bonne, pour d'une tester l'appétence au prix, donc la willingness to pay, et aussi le pricing de mémoire. Je me souviens avoir participé à ce sondage. Tu avais mis des fourchettes de pricing et tu avais déterminé qu'il y avait une moyenne en fait qui te semblait bien et qui semblait bien pour l'audience. Donc tu avais quand même été sur une démarche, tu vois, purement produit dès le début, en tout cas pricing, peu importe comment on l'appelle, pour savoir si tu allais vers ce lancement de la monétisation, quoi. Ouais, carrément. J'avais même fait autre chose avant, en fait. Même avant de lancer, si je reviens, avant le lancement de Snowball, j'avais fait un post LinkedIn en disant je vais lancer une newsletter sur les finances perso, blablabla, avec des sujets un peu catchy, générer des revenus avec des camionnettes jumpy ou avec des Lego. Voilà, un truc qui attire un peu l'attention. Et là, j'avais eu 1000 personnes, je crois, qui avaient liké, commenté. Donc ça, c'était un peu la waiting list, on va dire, de Snowball. Ouais. Et 2 semaines après, je crois, j'avais fait un autre post LinkedIn en disant voilà, je vais peut-être lancer une version payante, premium, je sais plus comment j'avais appelé ça.
Et du coup, j'avais recruté des gens qui pourraient potentiellement être intéressés. Et je me suis servi de ces gens qui avaient commenté pour leur envoyer en effet j'ai fait 2 typeforms avec 2 méthodes de pricing différentes pour justement éviter, parce que chacune a des biais, donc j'en avais fait 2. Intuitivement, je voulais faire moins de 10 € parce que je voulais que ça reste accessible et pas un truc élitiste, mais j'avais pas trop d'idées du prix. Enfin, si j'avais une idée, c'était 6 € et finalement, après avoir fait les 6 trucs, €. c'était 5 € virgule quelque chose la moyenne. Donc, l'intuition était juste, quoi. Ok, un peu un biais de confirmation, mais en même temps qui a Ouais. l'air de marcher, puisque t'as pas bougé, je crois, le prix depuis pour l'instant. En tout cas, sur la partie Si, je l'ai newsletter. augmenté. Tu Ouais. l'as augmenté? C'était 6. Enfin, ceux qui sont là depuis le début, ça n'a pas bougé. C'est toujours 6 € ou Ok. 60 € par an. Mais les nouveaux, depuis qu'il y a le bundle, enfin le collectif, c'est passé à 9 €. Ok. Donc, on a un peu augmenté. Effectivement, je me souviens de ça. Ok. Ouais. Trop cool. Bon, de toute façon, on va parler de tout ça parce que c'est un des sujets qu'on a prévu d'aborder aujourd'hui. Il y a un truc qui me marque pas mal dans tout ce que tu fais aussi, toi. C'est, tu t'en as parlé un petit peu, c'est le fait de construire quasiment tout en public et tout de manière transparente. Alors, public veut pas dire on donne tous les détails du quotidien, c'est pas le sujet, mais c'est donner un peu des jalons, de les documenter et de montrer voilà, ce que tu fais et le raisonnement que tu tiens à ce moment-là. Et j'ai l'impression que ça t'a vachement aidé, au-delà juste de dire je suis super full transparent et c'est génial, c'est super sexy. Ça t'a aidé, j'ai l'impression, d'une part à itérer, comme tu viens de le dire, de deux, comme on disait en off tout à l'heure, à créer ton équipe, constituer ton équipe. Ouais. Et donc le premier truc que tu as fait, ça vient même d'avant Snowball, j'ai l'impression, c'est ce fameux report dont j'ai parlé en intro, qui s'appelle le YOLO Report, que moi je suis aussi, ça me fait trop marrer ce truc. Alors franchement, la première fois que j'ai lu ça, je me suis dit, mais il est complètement fou. Pour les... vrai, hein. c'est vrai que c'est un peu taré. Je veux bien que je vais pas en parler à ta place, je veux bien que tu nous racontes un peu ce que c'est pour ceux qui comprendraient pas ce que c'est. Ouais, carrément. Alors, du coup, ça date de mon époque WeThings. D'ailleurs, j'avais bossé chez WeThings, donc qui est une startup française qui fait des objets connectés dans l'univers santé bien-être, donc les trackers d'activité, balance, etc. Donc, j'ai bossé chez eux parce que j'aimais déjà cet univers de traquer tes chiffres, etc. Et donc, en 2013, je crois, ou 2014, je sais plus, dans ces eaux-là, je me suis dit, ça pourrait être cool de faire un report en mode quantified self, tu vois, des gens qui traquent un peu tout ça et de le partager et voir ce que ça donne. Donc, en fait, j'ai commencé la routine annuelle à ce moment-là. Et donc, chaque année, je l'ai sorti avec, à chaque fois, je rajoute des datas. Tu vois, au début, c'était vraiment que le sport, poids, etc. Après, j'ai rajouté la partie finance perso, justement, etc., etc. Et donc, ça m'a aidé à avoir mon job chez Comet, c'est ce que tu disais tout à l'heure en intro. Parce que en effet, je l'avais balancé en décembre et Charles, le fondateur, il est tombé dessus et il me dit « Ah putain, mais c'est exactement ça qu'il nous faut, un mec un peu taré des chiffres, on a besoin de quelqu'un en growth. Viens, on prend un café. » Et puis ça a commencé comme ça. Donc premier, on va dire pas dommage collatéral, mais effet positif du YOLO Report. Et ensuite, mais en fait, en 2019, c'est là où j'ai ajouté pour la première fois les finances personnelles. Et il y a plein de gens qui m'ont posé des questions sur ton assurance vie, ton compte titre, etc. Et c'est là où je me suis dit, tiens, il y a peut-être un truc à creuser sur ce sujet. Et c'est comme ça, en gros, que Snowball est né. Et donc, je me suis rendu compte de la puissance de partager des trucs en public, des opportunités que ça peut créer. Et ça, je l'avais commencé chez Comet en partageant, tu vois, les méthodes de travail qu'on utilisait, nos templates de recrutement. Tout ça, en fait, je le partageais et tout le monde kiffait trop avoir accès à ça. Et ça, du coup, ça contribue aussi à la notoriété de la boîte. Donc, la ROI n'est pas évident à mesurer, mais tu le sens, quoi, en gros. Et dès le début, avec Snowball, je me suis dit, on va faire la même chose. Moi, je trouve ça fun, en plus, de partager tout ça. Et c'est utile pour plein de personnes, des entrepreneurs. Ça crée de la confiance pour la communauté. Donc, je me suis dit, soyons transparents de façon assez radicale dès le début. Ouais, trop bien. Et donc, tu as créé une newsletter aussi, justement pour parler des coulisses de la création et du développement de Snowball, qui s'appelle Behind the Curtain, je crois. Exactement. Derrière le rideau, quoi, complètement. Ce qui est marrant, c'est que cette newsletter est née avant Snowball, parce qu'en fait, je l'avais créée au début je me suis dit, OK, on fait un truc sympa avec Comet, ce serait cool d'aller voir d'autres, un peu comme tu fais toi avec le produit, d'aller voir d'autres startups et de leur dire, OK, c'est quoi les coulisses, tu vois. Et j'avais commencé avec Spendesk et tout ça. Ça, je savais pas. C'était pas sur Snowball à l'époque. Non, c'était pas sur Snowball, Et quand j'ai lancé Snowball, je me suis dit, attends, il y a 4000 abonnés ou 5000, je sais plus. Ce serait dommage de pas l'utiliser. Et du coup, je me suis dit, en fait, ça va rester behind the curtain, mais pour Snowball seulement, quoi. C'est excellent. T'as vu du churn, des gens qui sont barrés après quand t'as lancé Snowball, qui venaient pour autre chose à la base? Un peu, forcément, mais pas tant que ça, en fait. Moi, quasiment pas, si je réfléchis. Et tu l'as gardé en anglais, j'ai remarqué. Ouais, je l'ai gardé en anglais parce que je me suis dit,
il y a des chances qu'un jour, enfin je touche de bois, mais qu'un jour Snowball soit international, donc gardons-le en anglais, et puis voilà, ce sera toujours utile comme ça. Nice. En tout cas, hyper intéressant tout ça. Moi, je te propose qu'on creuse du coup ce sujet qui m'intéresse beaucoup, je pense, et j'espère qu'il intéressera d'autres personnes que moi, qui est de comment tu as créé ce produit, qui est vraiment un produit, pour le coup, basé sur une communauté. Alors, en plus, il y a un biais, je sais pas si tu le vois comme ça, tu vas me dire, moi, je vois beaucoup de gens utiliser la sauce communauté un peu, justement, à toutes les sauces. Enfin, ce mot communauté à toutes les sauces. Et je trouve que c'est un peu galvaudé, parce que c'est super dur de créer une communauté. Et je sais pas comment tu le définis. Pour moi, la différence entre audience et communauté, c'est que communauté, tu as des gens qui n'ont pas besoin de toi pour communiquer, c'est très horizontal. Ouais. Alors qu'une audience, finalement, c'est des gens qui vont suivre par exemple Snowball, tu vas leur envoyer du contenu, mais eux n'ont pas forcément besoin d'action autre pour communiquer avec toi. En fait, ça va vraiment être dans une direction. Ils vont pas, l'audience va pas, enfin tes abonnés de newsletter vont pas discuter entre eux, quoi. Ouais. Et toi, tu as quand même réussi vachement à créer ce sujet de communauté assez tôt. Parce que peu de boîtes arrivent, en fait, c'est super dur. Et par contre, une fois que tu y arrives, tu as une puissance incroyable, c'est que globalement, tu as une bannière publicitaire vivante sur tout ce que tu fais, avec des mécanismes de reco qui sont assez dingues. Donc moi, trop chaud si ça te va, qu'on parte sur ce sujet, que tu m'expliques un peu comment tu as conçu ça et comment, comment tu le vois, quoi. Ouais, c'est vrai que la communauté, ça veut tout et rien dire, t'as raison. En vrai, il y a plein de gens qui appellent une audience une communauté, enfin, ce qui est pas... C'est pas faux, hein, tu vois, c'est des gens qui pensent la même chose, tu vois. Apple a une communauté de fanboys, c'est des gens qui sont passionnés, ils communiquent pas forcément entre eux, mais ils se retrouvent autour de ça, et donc on peut dire que c'est une forme de communauté. Et après, en effet, tu as des communautés qui sont matérialisées dans un Slack, un Discord, etc. Donc tout ça rentre un peu dans la même case. Enfin voilà, t'as plein de... Je suis d'accord que c'est pas évident. C'est pas évident, ouais. C'est pas évident. C'est parce que tu fais un Slack que c'est une communauté. Ouais, il y a voilà, aussi plein de Slack qui cool, j'en ai vu plein. Ouais. Non, c'est pas évident. C'est pas évident du tout, ouais. Mais ouais, du coup, moi, dès le début, je me suis dit, en fait, si tu veux, si tu crées de la transparence, tu veux créer de la confiance, tu veux que l'humain reste au centre, parce que la finance, c'est quand même un univers qui est souvent assez opaque et qui fait un peu peur. Donc, tant qu'on peut garder l'humain là-dedans, gardons-le, et avoir une communauté, bah, ça a plein comment dire, de sens par rapport à tout ça. Et comme tu dis, bah, c'est aussi un outil marketing derrière, même si je ne l'ai pas fait pour ça dès le début. Mais en tout cas, ça marche super bien. Ouais. Tu avais envie, toi, en lançant Snowball, tu t'es dit, je veux faire une communauté. Ouais. Après, je me suis posé la question dès le début, tu vois, dans le premier Typeform, je crois qu'il y avait un truc sur la communauté. Est-ce que, voilà, si on fait un abonnement payant, est-ce que ça vous chauffe qu'il y ait une communauté Slack, je crois que j'avais dit, et il y avait plein de gens qui m'avaient dit non, tu vois, en gros. Et c'est là où il faut pas forcément toujours écouter. C'est juste que le Slack n'était peut-être pas adapté, et qu'ils se disent encore un Slack, et en fait on va jamais l'utiliser, et bref, je pense que ça avait un peu une image assez négative. Peut-être qu'il fallait que tu prouves toi aussi qu'il y allait avoir de l'attraction là-dessus, que la qualité de ce que tu allais produire allait être, tu vois, dans le temps, durer, etc. Donc c'est pas évident à ce moment-là. C'est un engagement pour les gens de dire oui. Ouais, donc c'est pour ça que je l'ai pas lancé directement, cette manifestation logicielle de la communauté, et j'ai beaucoup réfléchi, est-ce que c'est un forum, est-ce que c'est un Slack, etc. Donc j'ai un peu attendu, et le premier truc que j'ai fait, c'était un forum, je crois, classique, parce que je voulais pas qu'il y ait ce côté instantané, t'es noyé d'infos, donc un truc très Q&A à la Quora. D'ailleurs, c'était un produit qui n'existe plus. Comment ça s'appelait? Peerboard. Ah ouais, exactement, j'avais regardé ce machin. Ouais. Mais moi, j'étais actif dessus, et donc tu vois, c'est là que je vois que ça prenait déjà pour toi, parce qu'il y avait des threads avec beaucoup de messages quand même. Ouais, carrément, ça prenait bien. C'était pas, c'est jamais évident, hein, parce que de toute façon, comme toute communauté, t'as 90% de lurkers, là, comme on appelle, c'est des gens qui regardent mais qui font rien, et t'en as peut-être 10%, voilà, qui s'engagent, quoi. Donc ouais, pas évident, mais en fait, je pense que c'est aussi... Tu dois créer de la confiance dans une communauté, tu vois, les gens pour qu'ils se sentent à l'aise pour parler, pour discuter, bah, il faut qu'ils soient dans un environnement où ils se sentent, voilà, c'est un truc bienveillant et tout, tu vois, si t'as que des mecs qui t'insultent, bah, tu vas moins parler. Donc ouais, ça, c'était important aussi, tu vois, de se dire, ok, essayons de créer une communauté, on va dire bienveillante, et pour que les gens puissent parler. En plus, parler d'argent, c'est pas évident. C'est pas simple. Donc ouais, il y avait pas mal de réflexions, mais ça s'est fait de façon assez organique en fait. Tu vois, ce côté d'abord un forum, après j'ai lancé le Discord plus tard, et donc avec des raisons et des un objectif différent. En fait, Discord, c'est pas un forum, donc c'est pour des gens plus engagés qui vont devoir interagir beaucoup plus rapidement. Mais ouais, en tout cas, et après, tu avais aussi la communauté autour de la newsletter, parce qu'en soi, tu vois, les gens qui répondent ou qui interagissent dans des commentaires, bah, c'est aussi une forme de communauté. Hein, donc
Donc voilà, la communauté, elle était un peu partout, même sur LinkedIn, tu vois, moi quand je discute, etc., bah, c'est aussi une extension de la communauté Bien sûr. Snowball. Donc ouais, c'est très diffus en fait comme truc et c'est pas évident de canaliser. Et toujours aujourd'hui, hein, on se pose plein de questions. On se dit est-ce que le Discord, il faut qu'on l'ouvre au public? Est-ce que ça a plus de sens? Est-ce qu'il faut le killer parce que c'est pas hyper user-friendly? Bref, il y a plein de questions. Donc je pense que c'est des questions éternelles. Et une communauté doit évoluer aussi avec ton produit, tu vois. Demain, peut-être qu'en fait, ce sera intégré directement dans notre produit et que ce sera pas eu un forum ou un Discord externe. Bref, plein de questions. Mais en tout cas, ça a été hyper utile, ce qu'on disait, pour recruter, pour les partenaires, pour trouver des sponsors, vraiment pour plein de trucs. Et je pense que là où c'était vraiment puissant, c'était sur la partie recrutement. Bah, c'est un peu grâce à ça que j'ai la team aujourd'hui, grâce à cette communauté. Et au-delà de ça, bah, dès que tu lances un nouveau truc, en fait, tu peux demander à ta communauté et tu as des retours instantanément. Et ça, c'est assez incroyable, je trouve, quand tu construis un produit. C'est pour ça que si demain, je relance n'importe quoi, n'importe quel produit, bah, je commencerai par voilà, contenu, communauté et ainsi de suite, plutôt que le contraire. Parce que c'est beaucoup plus compliqué, je trouve, de construire une communauté quand tu as déjà le produit et que tu es déjà un peu gros. Alors que dans l'autre sens, bah, c'est quand même beaucoup plus simple, je trouve. Même dans du B2B, tu penses que, admettons si demain, là tu es plutôt sur du B2C quand même, même si tu as des clients sponsors qui peuvent être des business bien sûr, et c'est une partie, j'imagine, qui est pas, c'est pas ta mission toi de base en construisant cette newsletter, cette plateforme. Si tu avais une boîte B2B à lancer, tu penses que tu pourrais adapter à peu près les mêmes concepts de communauté? Ouais, je pense que c'est comme tout, tu vois. Je sais pas, prenons un exemple. Enfin, je sais pas, disons, je lance un truc de B2B qui vend des plantes aux entreprises. Bah, c'est assez simple hein, de commencer à construire du contenu autour de ça. Tu vois, ça coûte rien en plus. Donc, que tu sois dans du B2C ou du B2B, bah, tu peux trouver des sujets qui vont plaire à ton audience, qui peuvent parfois être même des sujets un peu annexes, quoi. Hein, tu vois, si tu parles de plantes, bah, ça peut être de parler de bien-être au travail. Tu peux trouver un truc beaucoup plus large. J'allais te poser la question, justement, quel canal, quel sujet comme notice? Ouais, bah, bien-être au travail, newsletter pour les office managers, RH, etc. Et en fait, et voilà, ça y est, tu as commencé à avoir ta communauté. Et demain, si tu lances un produit, bah, tu peux leur demander directement, quoi. Ok, smart. Bon. Même, prochaine idée. Comment ça s'appelle les petites plantes que tu as par abonnement là? Charlot, non, c'est pas ça? Oui, Charlot, je crois, ouais, c'est ça. C'est pas forcément que du B2B, pour le coup, c'est du B2C, mais ok, bon, t'as lancé un truc hyper intéressant. Il y a un mot qui m'a marqué que tu as répété plusieurs fois là, depuis qu'on a commencé à parler, c'est le mot bienveillant. C'est vrai, tu vois, je sais pas si tu te rends compte de ça ou si tu en as déjà parlé. Dans tout ce que tu fais, on sent que tu es quelqu'un, tu vois, qui est... je te connais pas en perso, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce que tu diffuses, c'est effectivement beaucoup de bienveillance, beaucoup de, tu vois, d'attention et de care envers les gens. Ça se voit dans tes posts LinkedIn où tu es toujours très transparent sur tout. Ça se voit sur, tu vois, un concept de base, c'est tu as mis en place les snowflakes, je crois, je me gourre pas. C'est un système, en gros, de rétribution, un peu de récompense pour les premiers abonnés de Snowball qui, alors ça va être un peu compliqué à expliquer, désolé, mais qui en gros, in fine, plus ils restent, plus ils cumulent des points et ça te permet, des flakes, et ça te permet d'avoir une partie d'abonnement gratuit. Je crois que c'était ça, initialement l'idée. Je sais pas si ça a évolué depuis. Ouais, ça a un peu évolué, mais voilà, bon, moi je suis resté bloqué il y a quelques mois. Je les lis plus depuis quelques mois, disclaimer, mais je suis toujours abonné et j'ai envie de participer au truc. Mais en tout cas, tu vois, tout ça, c'est des petites initiatives qui te font dire, ok, trop cool, le gars il veut me filer un coup de main, il veut nous aider, tu vois. Est-ce que ça c'est calculé ou est-ce que t'es comme ça et tu t'es dit, bon, écoute, moi c'est comme ça que je suis dans la vie, je le refais dans mon business? Ouais, non, je pense que je suis comme ça. Enfin, de toute façon, c'est toujours ce que je dis à chaque fois aux gens, hein, c'est déjà, quand tu crées du contenu, il faut faire un truc qui te ressemble, sinon en fait tu vas t'essouffler au bout d'un moment, tu vois, d'être trop fake entre guillemets. Tu penses vraiment ça? Ouais, je pense. Après, je pense qu'il y a des gens qui sont des exceptions. J'allais te dire. Ça, c'est sûr. Ils y arrivent très bien. C'est comme les gens qui lancent des business qui les intéressent pas. Tu vois, il y en a, ils y arrivent super bien. Moi, je pourrais pas. Je suis incapable. C'est impossible. Et j'en connais plein qui se disent, moi, cette niche dans, je sais pas, l'expertise comptable, super, je sais pas quoi, tu sais, très technique, le truc, le mec est pas né en pensant à ça, il est trop fort dedans, quoi. Ouais. Donc, oui, il y a des exceptions, c'est sûr. Mais en tout cas, je pense que la majorité des gens, il faut quand même que ça te corresponde. Et, donc, en effet, moi, ça me correspond bien, ce truc-là. C'est pour ça que tu vois, je déteste tout ce qui est discours clivant,
d'essayer de fracturer pour faire beaucoup plus de buzz. Donc c'est pour ça que dès le début, avec Snowball, évidemment, j'ai mes idées, mes convictions, etc. Mais j'essaye tout le temps d'être quand même assez nuancé. Et je pense que c'est ça aussi qui crée de la confiance. Et ils se disent, OK, il essaye pas de me donner des idées libertariennes à fond ou des idées, je sais pas, communistes, je prends les deux extrêmes, ou de me lancer vers ça ou vers ça. Et à chaque fois, j'essaye de parler de tout ce qui est possible et disponible, et les gens se font leur propre idée. Donc ouais, j'ai toujours essayé de rester comme ça, et je pense que la transparence, ça contribue à ça aussi, de se dire, OK, je comprends comment fonctionne son business, je comprends tout ça, et donc voilà, OK, fine, en connaissance de cause, j'adhère ou j'adhère pas, quoi. Donc ouais, c'est assez naturel. Tu vois, même chez Comet, c'est moi qui l'ai poussé parce que c'est un truc que je trouvais assez fun. La boîte a été transparente en interne, mais on faisait pas de transparence en externe, et c'est moi qui ai voulu le pousser parce que je trouvais que c'était toutes ces boîtes, Alan ou aux US, les Basecamp, etc., qui sont vachement transparents. Je trouvais ça quand même assez cool comme truc parce que moi, ça m'avait aidé, tu vois, même à réfléchir. Donc ouais, je pense que c'est lié à moi, essentiellement. Hyper clair. En même temps, pas facile dans ce domaine-là, tu vois, d'être trop fort dans ses opinions parce que tu pars, en fait, pour le coup, là, t'amènes beaucoup de biais dans le fait que les gens doivent consulter avec neutralité l'information pour prendre des décisions financières perso. Ouais. Donc c'est un peu dangereux quand même d'aller sur des trucs... Ouais, après il y en a plein qui le font. Hein. Ouais, oui, Bitcoin maximaliste. Les anciens, voilà. les infopreneurs un peu. Je vois de qui tu parles. Okay. Maintenant qu'on s'est dit un petit peu comment tu as démarré Snowball, donc on répète, hein, une newsletter à la base, c'est toi qui écrivais pendant 3 ans. Là, tu parlais d'avoir. Tu utilises à chaque fois pour améliorer ce contenu, choisir, j'imagine, les thématiques que tu abordes dans la newsletter, ta communauté, ton audience. J'imagine que tu as fait des petits sondages, des choses comme ça. Ouais. Justement, parlons-en. Au début des premières années de Snowball, comment est-ce que tu interagissais avec cette communauté et comment, comment tu améliorais, non pas ton produit, mais ta newsletter, qui était ton produit in fine. Ouais, c'était essentiellement retour de mail, donc pousser les gens à répondre. Enfin, ça, il ne faut pas avoir peur de leur demander. Souvent, on a peur de demander, de les saouler. Tu vois, de dire, en fait, les gens adorent filer un coup de main, ils adorent donner leur avis. Surtout si tu crées un environnement, comme je disais, de bienveillance, etc., ils vont le donner encore plus. Donc, ce côté transparent, tu vois, tout est lié, en fait, hein, quand tu creuses un peu. Donc ouais, je leur disais, répondez aux mails à chaque fois. Et du coup, j'ai des centaines de retours de mails. Et déjà, rien que ça t'aiguille. Même si tu leur demandes pas un truc en particulier, ça t'aide quand même. C'est dans ta newsletter, tu mets un bouton ? Je mets, soit répondez, je lis tout, le classique que tu vois souvent, c'est je lis tous les mails et je réponds à tous les mails, n'hésitez pas à répondre, c'est moi qui suis derrière, et okay. Voilà quoi. Plus des fois, oui, sur Substack, donc c'est la plateforme que j'utilise, tu peux dire laisser un commentaire, donc tu as un bouton, laisser un commentaire, les gens laissent un commentaire. Donc ouais, ça c'était un peu la base, et ensuite j'ai pas mal utilisé les sondages, tu vois, j'en fais de temps en temps sur des sujets très spécifiques, la monétisation, ça en était un, qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Sur le bundle de newsletter, j'avais posé des questions avant, sur le sponsoring, et j'essaye de faire des énormes sondages une fois par an. Tu vois, ça prend, je crois, entre 15 et 20 minutes. À chaque fois, je me dis... Ils sont longs, j'avoue, quand je les fais, je les sens. Ouais, mais je suis toujours étonné, tu vois, genre le dernier, je sais plus, il y a eu 1600 personnes qui ont répondu. Je me suis dit, quand même, c'est cool. Bon, après, il y a une petite carotte parce que je leur file 40% de réduction. Et aujourd'hui, tu as le Discord. Donc j'ai pas mal on a un canal de bêta-testeurs sur le Discord où on leur pose des questions, tu vois, on peut leur partager des maquettes, donc on reçoit des trucs quand même assez directement. Donc ça a évolué avec le temps et par rapport aux différents médias et médiums utilisés. Mais voilà, c'était essentiellement mail et sondage au début, et là on commence à faire des trucs plus produits, tu vois, de la discovery en continu. Vas-y, parlons-en, go, on y va. Donc là, juste pour rappeler un peu le contexte, donc on sort juste de la période une newsletter. Ouais. Aujourd'hui, il y a plein de newsletters. Quand tu t'inscris à Snowball et que tu payes pour Snowball, alors même pas quand tu payes, je crois qu'il y a une version gratuite où tu as accès quand même à un échantillon de toutes les newsletters. T'as pas accès à un échantillon, mais oui, t'as des previews de certaines et autres. Mais t'as la news gratuite et la communauté, enfin non, pas la communauté, pardon, et les daily tous les jours par mail et pas sur WhatsApp. Mais voilà, c'est ça en gros pour les gratuits. Fais gaffe au plan que tu dis parce qu'il y en a qui vont vouloir s'inscrire, on va être déçus. et donc maintenant tu es abonné payant de Snowball, donc tu reçois
un panel de newsletters. Tu peux choisir, il me semble, tu peux te désabonner de certaines qui t'intéressent moins, Ouais. regarder d'autres. Tu peux nous parler un petit peu de la différence des newsletters, entre les newsletters? Ouais, carrément. Bah, du coup, il y a la newsletter gratuite qui est très pédagogique, c'est du contenu evergreen, comme on dit, donc tu vois, qui est vrai aujourd'hui, qui sera vrai demain. C'est quoi un PEA, c'est quoi un compte titre, pourquoi investir en assurance vie, c'est quoi les intérêts composés, bon, bref, tous ces sujets-là. Et ensuite, tu as, pour les gens qui veulent passer, on va dire que la différence entre gratuit et payant, c'est ok, je m'y intéresse un peu plus, je veux passer à l'action, voilà, je suis prêt, quoi, en gros. Et du coup, dans ce cas-là, bah, tu peux t'abonner à Snowball Plus, et là, donc, tu as accès à. Attends, il y en a combien? À 12 newsletters, je crois. Ouais, 12. Et donc, ils sont, on va dire, verticalisés. Donc, tu as une newsletter sur comment investir dans les Lego, d'ailleurs, je pense que c'est le Discord le plus actif. C'est marrant. Enfin, le channel Discord le plus actif, c'est les Lego, parce que les gens sont vraiment à fond. C'est très niche, mais voilà, ils sont vraiment à fond. C'est des passionnés. Les gamers. Ouais. Et donc, oui, après, tu as comment investir en bourse, avec Snowball Bourse. Tu as Snowball Thérapie, donc c'est plutôt la psychologie. Donc, en fait, voilà, on a choisi des gros sujets et on a vraiment pris un créateur par newsletter. L'idée, c'était de se dire, bah, en fait, ce côté humain incarné, c'est hyper important. On va pas prendre des journalistes qui se cachent derrière et on voit pas jamais. Donc, on va prendre vraiment une personne qui va incarner ça. Et l'idée, c'était aussi de se dire, est-ce qu'on peut pas faire un modèle économique un peu plus cool que des pigistes dans les médias? Et donc, on s'est dit, ben, on va recruter, entre guillemets, des créateurs de contenu. Encore une fois, la communauté, ça a vachement aidé. Ils étaient tous abonnés quasiment à T'as fait un Snowball. appel et... Ouais. Et du coup, il y en avait plein qui étaient abonnés et c'était hyper simple de les choisir. Et donc, eux, ils reçoivent 40% des revenus de Snowball Plus, quoi, en gros, publicitaire et abonnement. D'accord. Et donc voilà, c'est un truc assez fort à faire parce que plus ça va grossir et plus bah, ils auront de revenus. Et donc, ça a du sens pour eux aussi de partager derrière à leur communauté. Donc voilà. Et donc ça, c'est aujourd'hui le média. Donc ça, c'est un collectif de newsletters. Ouais. Et la plateforme à côté dont on parlait, donc c'est quoi par rapport à ce collectif? Ouais, alors la plateforme la première brique de la plateforme, parce que on est toujours sur Substack, donc c'est pas notre produit, on gère pas. Ça, c'est la partie média. Ces 12 newsletters sont sur Substack, c'est ça? Ouais, Tu les Substack. envoies via Substack? Exactement. Ok. Et donc, tu as la première brique produit qu'on a créée nous, c'était la partie coaching, parce que en 3 ans, j'ai dû recevoir je pense que ça doit être en milliers maintenant de questions, tu vois, ok, quel PEA il faut ouvrir, c'est quoi la stratégie à adopter, bref, plein de petites questions. Et du coup, tu sens qu'il y a un besoin de coaching, d'accompagnement. Et aujourd'hui, en France, tu as des conseillers en gestion de patrimoine, donc c'est des gens, des professionnels, encadrés par l'AMF, tout ça. Et je me suis dit, c'est une profession qui vieillit un peu. Les trentenaires, ils doivent se dire, bah, en fait, je suis pas assez riche pour aller les voir, ou je pense que c'est que des commerciaux. Je crache pas du tout sur la profession. Il y en a qui sont très bien. D'ailleurs, on bosse avec certains pour la partie coaching. Mais je me suis dit, il y a un truc à débroussailler et un produit à créer qui serait plus intéressant pour justement cette cible des 25-35, on va dire. Ça, c'est ta cible, ok. Ouais, à peu près, c'est ça, ouais. Et on s'est dit, en fait, on va créer une plateforme de coaching. Et dès le début, on s'est dit comment faire le truc avec le moins de friction. On s'est dit, faisons un coach, un conseiller accessible directement sur WhatsApp. Il n'y a aucune friction pour le créateur, enfin pour l'abonné, le client. C'est à côté de ses potes, de ses amis. Donc voilà, pas d'app à installer, pas d'habitude à créer. Et donc on a créé ça. Donc en fait, si tu veux, nous de notre côté, ça ressemble un peu à un intercom. C'est un intercom pour les conseillers en gestion de patrimoine. Une boîte de dialogue, concrètement. Ouais, c'est ça. Et donc l'idée, c'était de se dire, ok, comment on peut augmenter la productivité des coachs. Donc on appelle ça des coachs, mais c'est des CGP, quoi. C'est des conseillers en gestion de patrimoine. Ils sont diplômés parce qu'ils doivent avoir l'assertif pour pouvoir. Parce que du coup, Snowball est CIF, donc conseiller en investissement financier. Moi, j'ai fait mon truc à l'AMF et tout. Il y a un onboarding très long. Parce qu'on doit récupérer plein de data, des KYC, etc. Ouais. Donc, on a développé onboarding plus produit pour les coachs. Et du côté abonné, il est sur WhatsApp directement. Après, il peut accéder à un portail s'il veut, parce qu'il y a un journal de bord, il peut traquer tout ça. Mais c'est essentiellement WhatsApp. Donc ça, c'est la première brique du produit Snowball. Et l'idée, c'est de rajouter des fonctionnalités au fur et à mesure. On a commencé par l'humain parce que c'était le plus complexe en termes d'opération, de scalabilité. On avait plein d'inconnus sur ça. Et demain, l'idée, c'est de se dire, on peut rajouter des fonctionnalités qui vont permettre à des gens de pas forcément passer par le coach et de gérer tout seul un peu tout ça.
Vraiment de créer un copilote financier, quoi. Ok. Parce que le WhatsApp existe toujours aujourd'hui. Ouais, ça c'est... Ça, c'est WhatsApp. Et ensuite, la plateforme autour, elle apporte quoi en complément du WhatsApp? En gros, ouais, je pense que tu confonds peut-être. En gros, t'as un daily que tu reçois sur WhatsApp. Ça, c'était le côté newsletter. Ouais, donc j'ai ça, c'est compris. des news que tu reçois tous les jours. Ouais. Et en fait, t'as un autre produit, on va dire, à côté. Et là, tu parles avec un coach Snowball directement. Ok. Et c'est pas la même chose, quoi. Donc oui, l'autre partie, c'est un autre numéro de téléphone. Et donc, en fait, tu contactes ton coach et tu discutes avec lui. J'avais et pas tu lui compris que poses des c'était questions. différent. Ok. Ah ouais, c'est différent. Donc ouais, ça c'est le premier truc qu'on a développé l'année dernière, entre juin et novembre à peu près. Et voilà. Ok. Et à partir de là, on va développer d'autres choses. Justement, à partir de quand tu as décidé de recruter? C'est parce que tu as lancé cette nouvelle plateforme-là? C'est à partir du moment où tu as lancé ce WhatsApp et que tu t'es dit qu'il fallait que tu lances la partie coaching? Ou est-ce que tu as recruté avant? Je parle là, ici, pas du collectif de créateurs de newsletter, hein, vraiment de ton équipe. Parce qu'aujourd'hui, tu as une équipe produit et tech en partie. Je veux que tu nous dises un petit peu comment ça s'est fait, ça. Alors, ça s'est fait... Alors, du coup, j'ai fait la levée de fonds en février 2022. Auprès de ta communauté? Auprès de la communauté, ouais. Donc, avec Fairmint, donc un outil qui permet de faire du crowdfunding assez simplement. Tu lèves combien? Du coup, c'était 1,6 million en dollars. Et là, pareil, tu vois, j'avais fait un autre sondage avant pour récupérer les intentions d'investissement. Excellent. Et ça m'avait fait halluciner parce que je crois qu'au max, on était arrivé à 8 millions, tu vois, un truc comme ça. Je fais, ah ouais, ok. Je savais que tout le monde n'allait pas investir, évidemment, mais du coup, moi, je voulais lever 1 million. Finalement, j'ai levé 1,6. J'ai dû appuyer sur pause parce que, bref, il y a des technicités parce que tu as la valo qui monte automatiquement avec Fairmint. Bref, on va pas rentrer dedans. Mais donc, c'est à partir de là, je me suis dit, c'est bon, c'est le moment de recruter. J'ai pris mon temps parce que ça a pris quand même pas mal de temps. Donc, fin 2022, je commence à bosser avec Pauline, qui était abonnée Snowball, que je connaissais, qui bossait chez Crowdcube et qui me rejoint alors en freelance au début. Et donc, c'est grâce à elle qu'on recrute les 3-4 premières personnes qui arrivent entre avril et juin de l'année d'après, donc 2023. Et donc, c'est à partir de l'été 2023 on a vraiment pu commencer à construire justement cette plateforme. Donc, on avait fait un MVP avec Pauline en 2022, fin 2022. Et on avait validé l'idée, tu vois, on avait pris une centaine de personnes, on avait utilisé un outil qui s'appelle Wati, qui permet c'est un intercom pour WhatsApp, quoi. Donc on avait vraiment validé tout ça. Et donc juin, on construit, donc on recrute un product, donc Valentine à l'époque, Léa en design, Clément et Emeline en tech, donc front et back. Et voilà, avec cette petite team, on construit le premier bloc. Et voilà. Trop bien. Et là, t'en es où aujourd'hui? Tu viens de me faire l'état actuel, là ou Là, ouais, non, en fait, au niveau de la team, tu veux dire au niveau de la team, non, là, du coup, Valentine n'est plus là. Ouais. C'est Pierre-Marie qui l'a remplacé en février, il est arrivé. Et... Donc, product, hein, PM. Ouais, product, ouais. Pierre-Marie, PM, il porte bien son nom. Ouais, facile. Et donc, et là, on a recruté, il y a quelques jours, le premier growth, donc marketeur, quoi, pour faire l'acquisition, donc Maxime. Et Bianca, qui va aussi bosser avec nous sur... Moi, il y a plein de trucs que je voulais tester. En gros, je l'ai appelé Chief of Staff ou Chief of Stuff. C'est pour lancer tous les projets, tu vois, qui pourraient être hyper intéressants, mais qu'on n'a pas le temps de faire et qui ne tombent pas vraiment, soit dans la tech, dans le produit. Donc voilà, qui va nous aider un peu sur ces special projects. Donc voilà, là, on est 7 dans la core team. Ouais, c'est ça. Et je pense qu'on va rester comme ça encore quelques mois, ouais. Ton rôle, il se trouve où? Parce que maintenant, finalement, tu as quand même bien splitté les responsabilités. Tu me dis qu'il y a quelqu'un sur la partie go-to-market, ce que toi, tu faisais beaucoup avant. En plus, tu viens un peu du marketing quand même, j'imagine. Ouais, mais j'en faisais quasiment pas. Tu faisais quoi? Surtout de la créa, toi? Ouais, c'était créa. Tout était vraiment organique, tu vois. J'ai fait une fois du paid pour tester sur X, Twitter, quoi. J'ai fait 2 fois 100 balles pour tester si ça marchait bien l'acquisition et j'ai rien fait d'autre. Après, c'était... 3 posts LinkedIn par-ci par-là, quand même. Ouais, voilà, c'est ça. C'était... ça n'a quasiment pas contribué à la croissance, c'était plus la création de contenu et la qualité, je pense. Toi, c'est de l'organique principalement, ton acquise aujourd'hui? Ouais, et donc c'est pour ça qu'on a atteint une sorte de plateau, tu vois. En fait, toutes les grosses newsletters ou les gros médias, à un moment ou à un autre, ils ont un canal secondaire. Alors ça peut être Twitter en mode gratos, mais ça peut être aussi du paid. Le paid, c'est une grosse source d'acquisition. Donc c'est pour ça que j'étais hyper frustré de jamais lancer le truc, et du coup il me fallait un growth, mais j'attendais un peu d'avoir les premières briques de produits. Parce que je sais que c'est hyper important d'avoir un growth qui peut bosser aussi avec le product. Peut-être que t'en inviteras, ils expliqueront que c'est quand même assez clé si tu veux avoir un produit qui
contribue aussi à la croissance de ton business, quoi. Donc voilà. Donc tes responsabilités aujourd'hui, c'est quoi? Ah oui, pardon. Ton rôle? Alors, du coup, j'écris toujours du contenu. Et là, justement, j'essaye de déléguer tout ce qui est ops. Parce que en gros, tu as 12 personnes à gérer côté créateur. C'est pas des employés, mais quand même, c'est une orga. Tu as les coachs ils sont 4 aujourd'hui, pareil. C'est quand même de trucs à gérer. Donc ça, je vais déléguer, je pense, à Bianca, la chief of staff. Et moi, j'avais du mal à prendre de la hauteur. Là, tu vois, je faisais que du day-to-day. Et, c'était vraiment tête dans le guidon. Donc, plus me concentrer sur les futures évolutions de Snowball, quoi. Et peut-être de lancer des nouveaux trucs, tu vois. Sur la partie contenu, il y a des trucs que j'aimerais bien tester. Et donc, me focaliser un peu sur ça. Donc, aider la partie croissance via le contenu. Donc, ouais, j'ai plein de sujets là, sur lesquels je pourrais aller. Mais, et la partie aussi construction d'entreprise, tu vois. Aujourd'hui, on est une petite team de 5, 7 là, mais tu as plein de trucs à faire, que ce soit sur la culture, de mettre en place des systèmes d'equity, de transparence, etc. Des trucs que j'ai jamais eu le temps de faire, en fait. Ça y est, t'y arrives. J'y arrive, ouais, c'est donc le boulot un peu d'un entrepreneur, mais donc ouais, j'en suis à ce niveau-là. Là. Trop bien. Pour boucler sur ce sujet, et si tu avais, je pense qu'on t'a déjà eu la question, un entrepreneur ou futur entrepreneur qui avait envie, tu vois, de lancer un produit à nouveau en créant une communauté, je sais pas, tu as 2-3 tuyaux à lui filer, ce serait quoi? C'est ce que je disais tout à l'heure, hein, de commencer par du contenu. Je pense que ça, c'est... Donc écrire sur une newsletter ou écrire ou pas que, ouais, c'est pas audio, un podcast. Enfin, voilà. En vrai, il y a quelqu'un qui me posait la question la dernière fois, c'était par quel type de contenu il faut commencer. Et je pense qu'il faut commencer par celui sur lequel tu es le plus à l'aise. Moi, c'est l'écrit, donc j'ai commencé par l'écrit. L'avantage de l'écrit, c'est que tu n'as pas de post-prod, etc. Donc ça, c'est cool aussi. Si tu fais de la vidéo, tu peux le faire un peu à l'arrache aussi, hein, ça marche bien. Pareil sur l'audio. Mais ouais, donc faire là où tu es le plus à l'aise. Et ensuite, je dirais ne pas avoir peur comment dire, de poser des questions directement, d'être pas agressif avec ta communauté, mais les gens aiment bien aider. Et donc, il faut y aller, il faut demander, il faut envoyer des formulaires, tout ça. Donc, ouais, pour moi, c'est un peu les deux principaux, je crois. Ok. Après, c'est la consistance, hein, La régularité, la régularité qui est hyper importante. Je confirme. Et ouais, ça, c'est pas évident. Ouais, ça, c'est chaud. Ça, c'est chaud. Ouais. T'en as parlé un petit peu tout à l'heure et c'est la deuxième partie que j'aimerais évoquer avec toi, qui du coup va être courte, je pense, parce qu'on a déjà bien poncé le sujet. C'est aujourd'hui, donc vous êtes 7. Tu disais à l'instant que vous avez quelqu'un au produit, Pierre-Marie, PM, Léa au design, si je me plante pas. Ouais. C'est ça. Qui donc, j'imagine, bosse comme une équipe produit à part entière, quasiment. Alors même si c'était sans doute un peu différent de leurs équipes chez, je crois, Léa, Payfit et Pierre-Marie Conto, mémoire. Ça. Ouais. Comment est-ce qu'aujourd'hui ils bossent, ils développent le produit, tu vois, dans le day-to-day, sur les, je sais pas, la collecte de retours utilisateurs, leur contact avec les utilisateurs, peut-être qu'il y a une manière d'itérer, des cycles, je sais pas, que tu pourrais évoquer. Ouais, en général, quand on lance un nouveau produit ou un nouveau gros bloc, tu vois, là, dernièrement, c'était la partie migration média, c'était voilà, comment on sort de cette stack, en gros, comment on crée notre propre plateforme. Donc, en gros, ce qu'on fait en général, c'est qu'on est tous en télétravail, donc on n'a pas de bureau. Donc, on est tous un peu partout en France et maintenant à Lisbonne aussi. Et donc, l'idée, c'est de se dire, OK, une fois tous les 3 mois, on se retrouve. Et on organise en gros des ateliers de discovery ou d'idéation, tu vois, qui vont nous permettre de commencer à défricher tout ça tous ensemble. Donc ça, c'est hyper utile. Ça, c'est Léa qui a commencé à mettre en place ça quand elle est arrivée l'année dernière. Et donc là, c'est un rituel qu'on fait à chaque fois. On l'a fait pour la partie coaching, on l'a fait pour la partie média. Enfin, on l'a fait pour la partie média sur une certaine partie, puis pour une autre partie de la partie média. Bref, et à chaque fois, on avance comme ça. Donc ça nous permet d'avoir un peu une idée plus claire de OK, qu'est-ce qu'on va construire, c'est quoi les gros blocs, c'est quoi les challenges, et à partir de là, en fait, on déroule derrière le plan d'action, quoi, tout simplement. C'est quoi la prépa avant ça? Vous arrivez page blanche sur ces sessions ou il y a déjà du travail d'abattu Ouais, quand même, ça prend beaucoup de temps. Du coup, tu vois là, Pierre-Marie et Léa, ils ont préparé des ateliers. On a fait, en gros, on fait en général une présentation du contexte, pourquoi c'est important de développer ce produit, pourquoi on en est arrivé là, où on en est, donc que tout le monde soit au même niveau. Donc ça, en général, on fait ça le lundi matin quand on se retrouve. Et ensuite, derrière, on va
faire de l'idéation. Alors chacun va présenter un peu ses idées, ensuite on met tout en commun, on en discute et on met en place le plan d'action comme ça, quoi. Donc c'est très, comment dire, pas démocratique, mais très... ouais, c'est très groupe. Ça veut pas dire que il doit y avoir un consensus, parce que ça marche pas les consensus en général, on le sait, c'est pas des comités qui designent des produits. Enfin, c'est Steve Jobs qui disait ça, je crois, que ça n'a pas de sens. Mais tout le monde participe et ça a énormément de valeur de faire participer tout le monde. Tu vois, même la dernière fois, il y avait la personne qui nous aide à corriger les newsletters qui était là et qui nous a aidé aussi sur la partie idéation, parce que ça a du sens. Voilà, donc en gros, ça se passe comme ça. On fait ça en live tous ensemble et ensuite du coup on déroule derrière en asynchrone, quoi, essentiellement. Après on a des routines où on se parle et tout, hein, mais voilà en gros. Et après sur la partie, tu m'avais posé la question je crois sur la partie comment tu récoltes. Alors ça dépend. Soit on a vraiment un sujet très spécifique, donc je sais pas, on va se dire c'est quoi les habitudes de lecture des gens pour nous aider à designer, je sais pas, un dashboard pour gérer ses newsletters, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais en gros, et là on va aller les interviewer, donc classique, quoi, interview utilisateur. Soit c'est Léa qui s'en occupe, soit c'est PM, donc les deux se partagent un peu cette partie-là. T'as un accès facile, toi t'as une grande force, c'est de pouvoir accéder aux utilisateurs facilement, parce que beaucoup de boîtes galèrent à faire, hein. Je sais pas si tu te rends compte de ça. Ouais, c'est ce que m'avait dit, on avait bossé avec Mozza quand j'avais pas la team justement, et ouais, il m'avait dit c'est trop cool d'avoir une communauté dès le début. T'appuies sur un bouton et t'as les calls, ça c'est génial. Ouais. Ça c'est assez pratique. Donc voilà, donc ça c'est la première chose, et après on a mis en place, c'est PM qui a mis ça en place quand il est arrivé, de parler régulièrement avec les utilisateurs, tu vois, une routine, de discuter avec eux, d'en faire 2-3 par jour, ou par semaine, mais donc voilà en gros. Et puis on a le Discord où tu vois là par exemple on avait un débat en interne sur je sais plus, un redesign de la newsletter, et on leur a partagé les 3 trucs, ils ont voté, ça nous a permis de délibérer beaucoup plus facilement. Donc ça aussi c'est trop bien d'avoir un accès direct comme ça dans un Discord. C'est génial. Encore une force de la communauté, quoi. Ouais, c'est ça. Et en parlant de ça, donc je viens de remarquer, désolé, je suis un peu lent, que sur cette personne, tu as un PM, un designer, ce qui est assez rare dans des petites équipes d'avoir déjà une ou un designer d'embarquer, même un PM, hein, à vrai dire. Ouais. Souvent, sur cette personne, tu as un ou deux co-founders, dans une boîte tech bien sûr. Hein. Tu as quelques devs qui commencent à arriver, peut-être quelqu'un au marketing, auto-market, mais guère plus. PM, ça peut arriver, mais voilà, pas beaucoup plus. Toi, tu es déjà quelqu'un au design et au produit. Pourquoi ce choix ? Est-ce qu'il y a une raison à ça ? Ouais, on m'a beaucoup posé la question. Je pense que la première chose, c'était, en tout cas, le côté founder égale PM au début, je pense que ça a du sens quand tu as beaucoup de temps. Et en fait, moi, je n'avais pas ce temps parce que, tu vois, ça faisait 3 ans que j'étais à la création de contenu, que je gérais tout ça. Donc, en fait, j'adore le produit, hein, mais j'avais pas le temps de gérer cette partie-là. Donc pour moi, ça avait du sens d'avoir quelqu'un qui justement prenne cette casquette. Et l'idée, c'est que demain, tu vois, même sur la partie vision produit, que PM, il se soit vraiment, imprégné. PM, Pierre-Marie, se soit vraiment imprégné de ma vision business, boîte, snowball, etc. pour le traduire en vision produit, quoi. Et que je délègue ça complètement. Et Léa sur la partie design, dès le début, en fait, Snowball, tu vois, quand je l'ai commencé, je me suis dit, en fait, il faut vraiment que le design, il faut que ça fasse l'image, on va dire. Le design, c'est pas que l'image. Hein. Léa, si tu m'écoutes, c'est pas ce que je dis. Il y a aussi tout ce qui est expérience utilisateur. Tu vas passer un quart d'heure après le podcast. mais en tout cas, oui, pour moi, ce côté simple à utiliser, différenciant d'un point de vue marque, image, c'était hyper important, et c'est ce que j'ai fait dès le début. Tu vois, je me suis dit, je vais faire mes petits bonhommes là. J'ai choisi du rose pour me démarquer du bleu ou du violet que toutes les fintech utilisent. Bref, c'était hyper important, et je me suis dit, j'ai envie d'avoir quelqu'un qui ait ce chapeau design dès le début, et même sur la partie inclusion, etc. Pour moi, c'est quand même hyper important, et c'est pas des trucs que je connais. Et du coup, quand j'ai discuté avec Léa au début, en fait, on était hyper alignés sur plein de trucs, donc ça avait énormément de sens. Et même là, de façon rétrospectivement parlant, je pense que c'était un bon choix, alors qu'il y a plein de personnes qui auraient dit en fait non, ça sert à rien. En plus, Léa était quand même VP de Payfit, donc un niveau très élevé. Et en fait, ça a été
hyper précieux parce qu'on a gagné énormément de temps. Tu vois, c'est elle qui a poussé pour qu'on fasse un design system dès le début. Ça nous a pris beaucoup de temps au début. Mais aujourd'hui, ça nous fait gagner énormément de temps. Je l'aurais jamais fait, moi, en étant solo. Ou peut-être que si j'avais pris un designer plus junior, ils n'auraient pas pris cette décision. Donc ouais, c'était vraiment une décision réfléchie d'avoir que des seniors et d'avoir ces PM pour vraiment coordonner tout ça parce que j'ai pas le temps. On l'a vu pendant quelques mois, on n'a pas eu de PM justement et ça s'est fait organiquement. Alors ils bossaient très bien ensemble, Clément côté front et Léa. Ils font un travail fabuleux. Mais ça ne scale pas en fait. Du coup, le fait d'avoir des routines ou un système en place, ça avait du sens et ça, c'est PM qui l'a mis en place. Donc voilà, en fait, c'est mettre en place plein de briques qui font que ta boîte va bien scaler. Snowball avait déjà 3 ans en fait en soi. Ouais. J'étais pas au tout début, même s'il n'y avait pas de produit. Mais voilà, donc ça avait tout ça pour dire que ça a du sens aujourd'hui et ça l'avait hier, quoi. Tu regrettes pas, quoi. Non, je regrette pas du Ouais. tout. Pour la partie design, en tout cas, c'est parti d'une intuition que le visuel était important pour toi et que derrière ça, très vite, c'est posé la question de l'expérience pour ton audience. Ouais. Et que le design, en fait, c'est un peu le métier du design, de créer une adhésion, une expérience cohérente dans tout le produit et tous les futurs produits que tu vas créer. Ouais. Et ça, c'est arrivé. Et en fait, je dis ça, mais pour moi, le design, c'était hyper important. Et en fait, la discussion, je me souviens qu'au début, avec Léa, la discussion, c'était plus est-ce qu'elle peut gérer produit et design. Et donc Léa avait dit oui, je peux, mais au début, ça me va de gérer du produit, mais après, non, quoi. Et en fait, vu qu'on a eu vraiment un coup de cœur, Pauline et moi, avec Léa, quoi, sur Léa, et ben on s'est dit, mais en fait, ça a du sens de l'embaucher. Et en plus, on sait que le design, c'est hyper important. Au début, on voulait bosser avec des externes. Et en fait, on s'est dit, non, tout est aligné. Donc, il y a eu un mélange d'intuition, de conviction et d'opportunité. Donc, tout s'est mis ensemble et ça a fait marcher ça. Planète alignée. Ouais, c'est ça. Bravo, beau recrutement en tout cas. Super équipe. Pour finir sur cet échange entre nous, Johan, il y a quelque chose dont on a parlé en off et qui m'a fait marrer en fait quand tu m'as proposé ce sujet. C'est moi, tu vois, quand je te voyais comme quelqu'un de très structuré qui va lancer plein de projets, mais toujours avec un raisonnement logique et pas quelqu'un qui part partout, qui est full intuition, tu vois. Ouais. Et tu m'as dit, écoute, ce serait marrant qu'on parle de chaos dans le produit. Trop intéressé de voir de savoir ce que tu veux évoquer. J'ai bien sûr ma petite idée, mais d'où vient cette notion, d'où t'es venue cette idée quand on s'est dit qu'on allait parler de produits sur Snowball? Ouais, je pense que ça vient de dès le début de Snowball, tu vois, dès le début, je me suis dit on va faire les snowflakes. J'ai lancé une app en no-code pour que les gens ils accèdent à mon portefeuille. J'ai testé le forum. Bref, je suis parti vraiment un peu dans tous les sens. Et en effet, ça peut défocus, c'est sûr, hein. Il faut pas se mentir. Mais par contre, ça a énormément de valeur parce que du coup, tu vas récolter quand même énormément de data. Et je pense que ça, c'est aussi lié, on va faire encore un lien avec la communauté que tu crées. Je pense que tu vois, si demain, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais une grosse boîte comme Spotify se met à lancer plein de trucs dans tous les sens, ils sont trop gros en fait pour faire ça. Ils doivent réfléchir, chaque décision est hyper millimétrée, pareil pour Apple. Donc, quand tu es petit, tu as la chance de pouvoir bénéficier en gros de ce chaos et de tester plein de trucs. T'as pas de process de validation comme une boîte organisée. Oui, voilà, ça aussi. T'as pas le risque, en fait, il est très faible. Tu peux lancer un truc et ça fail, c'est pas grave, les gens ils vont pas t'en vouloir. Bref, ça je l'avais testé moi en étant solo et je me suis dit c'est un truc que j'ai envie de conserver le plus longtemps possible. Peut-être qu'un jour ça va être de moins en moins possible, mais en gros l'idée c'est de se dire pouvoir tester plein de trucs, pouvoir laisser de la place à pas que des gens du produit, justement, de tester des initiatives, c'est aussi quelque chose que je trouve assez important. Et donc, ouais, ça peut paraître chaotique, parce que du coup, on a des systèmes en place, hein, mais l'idée, c'est de se dire comment, dans ces systèmes, tu peux laisser assez de flexibilité pour que, justement, il y ait des trucs qui naissent, et peut-être qu'ils seraient pas nés dans un cadre beaucoup plus rigide. Donc, pour moi, c'est hyper important de se dire, OK, comment tu peux créer un chaos limité et faire en sorte que de ce chaos naissent des idées intéressantes qui peuvent être des futurs produits, des futurs succès et autres, quoi. Ça devient d'où ça? C'était déjà quelque chose que tu avais en tête dans tes précédentes expériences ou ça t'est venu au fil de l'eau en te disant bon, je lance des trucs, ça foire, tant pis, et je recommencerai à faire foirer des trucs? Je pense que ça vient... Ouais, si je réfléchis, j'étais un peu à chaque fois, tu vois, chez WeThings, j'étais un peu l'électron libre de l'équipe marketing.
J'ai eu de la chance parce que du coup, je pouvais lancer, j'avais des idées et on me disait, ouais, vas-y. Et du coup, je testais plein de trucs. Donc, tu avais le droit dans une grosse boîte de tester des trucs. Ouais, on était 40 à l'époque. C'était pas très gros, ouais. C'était pas très gros, 30-40 on était, je crois. Donc ouais, on m'a laissé le choix de tester. Après, c'était marketing, c'était pas produit. Ouais. Donc c'était quand même limité. Fallait pas te laisser les mains et les manettes. Non. Et pareil, chez Comet, on m'a laissé le choix de tester plein de trucs. Donc en gros, je pense que c'était un peu un truc dans mon ADN, quoi, de faire comme ça. Et je me suis dit, essayons de le diffuser à toute la boîte. Alors voilà, je sais pas si ça va marcher ou pas, on verra, hein, mais on en est au début en tout cas. Il y a des trucs qui ont capoté que tu veux bien communiquer. Des trucs qui ont capoté. Que tu as essayé, tu vois, dans cet élan de chaos. Ouais, le truc qui ont capoté. L'app Snowball, tu vois. Enfin, l'app. C'est no code que j'avais fait vite fait avec un outil qui s'appelle Glide. Ah, je me souviens de ça. Je l'avais utilisé. Et je l'avais sur le téléphone. Ouais, en fait, je pense que ça n'a pas capoté parce que du coup, il y a plein de gens qui l'utilisaient, ça avait du sens, mais c'est juste que moi, je ne l'ai pas maintenu. Et donc, en gros, c'est mort, une mort lente. Tu l'as laissé mourir, ça, je savais pas, tu vois. Ouais. Et aujourd'hui, en fait, ça avait plus de sens. C'était compliqué à maintenir. Et donc, j'ai arrêté. C'était une app où, de mémoire, dis-moi si je dis des bêtises, ouais. t'avais mis à nu tout ton portefeuille ouais. des actifs dans lesquels tu investissais. Et globalement, donc, ils étaient de mémoire, je crois, mis à jour en temps réel, c'est-à-dire les valeurs, les valos étaient mis à jour en temps réel. Et tu pouvais décider, grâce à ça, de faire tes propres décisions, bien sûr, de reproduire ton portefeuille si on avait envie, ou de piocher des actions, je sais plus ce qu'il y avait dedans, peut-être de la crypto ou autre, pour reproduire pareil. Et tu justifiais aussi, t'expliquais pourquoi tu faisais ces choix. Ouais, c'était ça. En gros, c'était un mix entre mon portefeuille et même ça, tu vois, avec le temps, plus on avançait, plus ça me gênait parce qu'en fait, c'est aberrant de reproduire action par action un portefeuille de quelqu'un. Alors qu'à côté, tu fais de la pédagogie pour que les gens... Ouais, voilà, c'est ça. Du coup, en fait, ça avait pas de sens et ils pouvaient aussi accéder à des outils que je trouvais intéressants, tu vois, une sorte de marketplace de tools ou autres plateformes pour investir. Donc ça, je trouve que ça avait du sens et ça en a toujours. Mais bref, ça n'a pas capoté, mais voilà, je pense que ça nécessitait plus de boulot, mais en tout cas, je sais que maintenant, ça a de la valeur, ce truc-là, tu vois, d'avoir une marketplace où c'est tamponné, validé par Snowball, d'avoir une façon plus simple de chercher du contenu, tu vois, ça aussi, c'était nul sur Substack, et du coup, je l'avais mis sur l'app, et les gens étaient contents de pouvoir retrouver ça, et aujourd'hui, on se dit, on va sortir de Substack, donc en gros, ça a du sens d'avoir une meilleure catégorisation, bref. Ça n'a pas capoté, mais voilà, on a arrêté, mais c'est à peu près tout, hein. Bon, t'as réussi beaucoup de choses, quoi, sur Snowball, quand même. Ouais, j'ai eu de la chance. Je sais que t'es humble et que tu diras que c'est pas toi. Non, mais forcément, je me dis qu'il y a un peu de partie de mon côté, mais ouais. Bon, bravo en tout cas, trop cool. C'est quoi Snowball dans les quelques mois qui arrivent là? Si tu fais un petit peu un état des lieux à nouveau de ce que tu peux communiquer. Ouais, état des lieux, c'est plus sur Substack, donc on a notre première plateforme média qui est unifiée avec la partie coaching, donc de se dire on n'a pas 3 comptes dans tous les sens et les gens sont complètement perdus. Donc unifier tout ça, ajouter des outils sur le copilote financier, donc ne pas avoir que des humains qui répondent, mais de se dire ok, demain peut-être que tu pourras avoir un outil pour t'aider à faire ta déclaration d'impôt, je dis n'importe quoi, ou des outils de projection, bref, tu auras pas mal de trucs sur ça, et j'aimerais bien début 2025 qu'on commence à réfléchir sur la partie Snowball Invest, quoi, de se dire ok, est-ce qu'on peut commencer à intégrer des produits financiers sur la plateforme. Donc ouais, c'est un peu ce qu'a fait Finari, tu vois, avec ils ont commencé, je pense qu'on va se retrouver à un moment, même si on n'a pas la même cible et pas le même positionnement, mais eux ils ont commencé par agréger des données, moi j'ai commencé par la partie contenu communauté. Eux, ils ont intégré investissement en crypto, ils vont sûrement intégrer d'autres choses et se dire, voilà, à un moment donné, on va se retrouver peut-être à ce niveau-là. Mais voilà, c'est ça dans les prochains mois. Bon, génial, super. Écoute, merci beaucoup pour cette vue d'ensemble de tout ce que tu as fait avec Snowball. Bravo, hyper cool d'avoir pu découvrir un peu les coulisses. J'ajouterai bien sûr dans la description de l'épisode tous les liens. Tout ce qu'on vient de se dire, à la fois, bien sûr Snowball, mais le YOLO Report et toutes les ressources dont on a parlé. Je te propose qu'on passe à la dernière partie de cet épisode qui s'appelle les questions flash. C'est super simple le principe, je pense que tu connais par cœur. Je te pose 4 questions, tu essaies de me répondre le plus rapidement possible. T'es prêt? Ok. Allez, go. Qu'est-ce qui t'énerve le plus dans l'écosystème tech, produits, startup, ce que tu veux? Je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le côté clivant de certaines personnes qui essayent de créer de la discorde pour faire un peu de buzz.
Voilà, tu vois, de Elon Musk, etc. Bref, il y en a pas mal, même en France. Donc ça, ouais, j'aime pas trop. T'as viré les réseaux sociaux, tu suis plus personne Si, non, je suis, mais voilà, j'essaye de faire la part des choses. Est-ce que tu as un livre à me recommander ou à recommander en tout cas à l'audience qui écoute ce podcast? Ouais, j'ai adoré, moi, You Are a Message, c'est professeur Wolf, je crois, c'est ça. Et donc, ouais, j'adore ce livre parce que ça peut intéresser tout le monde, des gens qui font du produit, des marketeurs, des personnes qui sont des fondateurs, des fondatrices, bref, vraiment tout le monde. Et ça se lit vraiment en 1 heure, je pense. Et c'est plein de petites phrases qui font réfléchir pour ouvrir un peu les chakras, quoi. Ça parle de quoi? C'est quoi la ligne commune? Il n'y a pas vraiment de ligne commune, en fait. Alors, c'est centré autour du business, mais c'est te dire, OK, comment tu te démarques par rapport aux concurrents. Ça peut être comment tu crées une équipe bienveillante. Bref, il y a plein d'idées diverses et variées. Nice. Quel produit t'as récemment découvert et adoré, qui t'a marqué? Alors, un produit que j'ai récemment découvert et que j'ai adoré... Alors, attends, je pense que là, le dernier que j'aime beaucoup... Et c'est peut-être pas celui que je t'ai dit, je crois que c'est Clap que j'adore. Tout le monde m'en a parlé, mais je l'avais jamais utilisé. C'est quoi? Clap, ceux qui connaissent Loom, c'est un outil qui te permet de faire du recording d'écran, du screencast, audio, vidéo, et avoir ta tête aussi. Et je trouve ça ouf sur la partie transcript, etc. Ça te fait, voilà, maintenant ils ont intégré l'IA et tout, donc ça te fait gagner énormément de temps, que ce soit des interviews utilisateurs, tout ça, c'est génial. Donc ouais, ça j'adore. Bon, je pense que dans l'univers produit, je vais pas apprendre grand-chose à tes auditeurs. Outil français, mais... en plus. Et en plus, outil français, ouais. Qui sont des chauvins un peu. Ouais, carrément, mais super cool. Et pour finir, quelles sont les 3 décisions dont tu es le plus fier dans ta boîte? Pas simple. 3 décisions dont je suis le plus fier dans ma boîte. Je pense que c'est d'avoir recruté cette équipe, une des premières, donc d'avoir pris plutôt des seniors. Parce que c'est vrai que souvent, quand tu peux te lancer, tu peux avoir tendance à dire j'ai pas énormément d'argent, du coup je vais peut-être prendre plutôt des pas seniors. Donc ouais, ça c'est le premier. Le deuxième, c'est, je pense, lié à la team. Mais quand je le dis, les gens ils me disent soit t'es fou ou je sais pas. Mais tu vois, je leur ai donné 5% aux 5 premiers d'equity en BSPCE. Donc tu peux paraître beaucoup, mais en fait je me suis dit, vu que je suis solo, j'ai pas de cofondateur, cette core team qui est là au début, qui prend quand même des risques. Bien sûr. En fait, ça fait 25% en tout. C'est un peu comme si j'avais un cofondateur minoritaire, donc ça passe, quoi. Et le dernier que je peux te dire... Tu vas pas me dire que t'es fier d'avoir lancé Snowball tout seul, c'est pas possible. Non, mais je suis fier de pas avoir pris de pas m'être trop focalisé sur trouver un cofondateur ou une cofondatrice. Ah ouais, ok. Parce que je pense que si tu te bloques dans ça, t'avances pas. Donc soit c'est une opportunité. Tu vois, j'ai failli m'associer avec Anto au tout début, qui m'avait contacté, donc qui a lancé Lago depuis, et j'ai investi dedans et tout, donc on s'entend très bien. Mais en fait, ça n'a pas fonctionné entre nous. Okay. Mais voilà, après, je me suis dit, je continue solo et c'est très bien. Donc... Et pareil, je n'avais pas cherché à m'associer avec Anto, c'est elle qui était venue. Ça s'est fait naturellement. Donc ouais, ça, assez fier de ça aussi, parce qu'il n'y a pas forcément besoin, même si je pense que pour certains investisseurs, c'est mieux, mais bon. Pour ta communauté, visiblement, non, ça suffisait. Ouais, voilà. Trop cool. Merci beaucoup, Johan, pour cet échange. C'était super cool de te recevoir sur Clé de voûte. Et écoute, j'ai hâte de voir la suite. J'espère que tu vas pouvoir nous montrer les prochaines étapes sur Behind the Curtain, comme tu fais, je crois, tous les mois. Ouais, tous les mois, ouais. Merci à toi, c'était vraiment très cool de discuter produits et autres. Suivez Behind the Curtain, vous verrez les évolutions. Ouais. Je mettrai tous les liens, Snowball, Behind the Curtain, tout ça, dans la description de l'épisode. Est-ce qu'on peut te contacter? Est-ce que tu es réfractaire à une prise de contact? Non, pas du tout. Soit mon mail, johan@snowball.xyz, soit LinkedIn, c'est très bien aussi. Donc, voilà. Facile. Merci beaucoup, Johan. Très vite. Merci à toi. Bye.